Dalil Source se trouve actuellement avec Stamboul, qui est le coprésident de l'UJFP. C'est bien ça? Union juive française pour la paix, tout à fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est cette association, monsieur Stamboul? L'Union juive française pour la paix, qui existe maintenant depuis une vingtaine d'années, est quelque part la composante juive dans le mouvement de soutien aux droits du peuple palestinien. En gros, la guerre du Proche-Orient n'est une guerre ni raciale, ni communautaire, ni religieuse. C'est une guerre qui porte sur le refus de l'apartheid, sur le refus du colonialisme, sur l'égalité des droits. Et il était très important qu'il y ait une composante juive dans le mouvement de soutien au peuple palestinien. Et en même temps, en France, nous nous battons aussi contre tous les racismes et pour l'égalité des droits. Alors justement, vous avez du coup répondu à ma deuxième question, la raison de cette création de cette association. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle est beaucoup moins médiatisée, et je donne un grand exemple, que le CRIF par exemple? Quelle est la différence entre les deux? Il est évident que pour les médias, ça pourrait arranger quelque part que les Juifs soient pour Israël et les Arabes soient pour la Palestine. Mais c'est complètement omettre tout le fait qu'il ne s'agit pas d'une guerre communautaire, qu'il s'agit d'une guerre coloniale. Donc, bien sûr, nous ne prétendons pas que nous représentons une énorme partie des Juifs français. Mais enfin, il y a de 6 à 700 000 Juifs en France. Et il y a une très longue histoire des Juifs français pour l'égalité des droits, depuis l'abbé Grégoire, l'affaire Dreyfus, la résistance contre les nazis et contre Vichy, la participation importante des Juifs à l'opposition aux guerres coloniales en France. Et nous sommes certainement très représentatifs de ce courant des Juifs français. Nous ne sommes pas communautaires, nous sommes farouchement anticommunautaires, nous sommes une association laïque, mais nous dénonçons cette inféodation d'institutions qui se prétendent représentatives des Juifs français au gouvernement d'Israël. En plus, ils agissent aujourd'hui en véritables agents pour pousser des jeunes Français à immigrer en Israël ou à s'engager dans une armée criminelle qui est en train de commettre de nombreux crimes de guerre à Gaza. Alors justement, votre voix commence à se faire entendre, on va dire peut-être par certains réseaux sociaux, parce que rien que pour ma part, j'ai vu l'interview de votre coprésident aussi, Michel Sibony, oui. C'est bien ça, sur LCI, qui d'ailleurs s'est farouchement défendu en faisant le parallèle que un juif en France ne pouvait que prendre la version officielle de l'État d'Israël. Alors, justement, par rapport à ça, on est obligé maintenant de faire des décomptes macabres. Ça va se demander d'ailleurs si on ne perd pas nous aussi un peu d'âme. On est arrivé à plus de 1500 morts, en majorité des civils. Oui, en majorité des femmes, des enfants et des vieillards. Voilà. Tout à fait. Vous-même, quand vous entendez la version officielle du gouvernement de Benyamin Netanyahou, dans quel état d'esprit vous vous trouvez? Parce que on attend que c'est une armée morale, etc., que c'est entièrement la faute du Hamas. Ça fait plus de 1500 morts, quoi. Vous savez, j'étais à Gaza, j'ai pu séjourner quelques jours à Gaza fin décembre. Gaza est une véritable cage. Gaza est un laboratoire où l'occupant expérimente comment on peut affamer une population, parce qu'on manque à Gaza de nourriture, on manque à Gaza d'eau potable, l'eau est devenue salée parce que les Israéliens ont pompé la nappe phréatique, on manque à Gaza de médicaments, de ciment, on manque à Gaza de tout, même de matériel scolaire. Et essentiellement, on manque à Gaza de carburant et d'électricité. Avant que les Israéliens ne pulvérisent la centrale électrique de Gaza, il y avait déjà 4 à 6 heures d'électricité. Et à Gaza, il faut se promener avec la lampe de poche et tout. Alors quand j'entends ça, armée morale, je peux vous dire, moi, en tant que juif et en tant que fils de déporté, que c'est une honte absolue. Que ces gens osent se réclamer du judaïsme et d'une histoire des parias européens pour défendre un État raciste et pour défendre une politique meurtrière, ça nous choque terriblement. Non, ces crimes ne se commettent pas en notre nom, et ceux qui les commettent en notre nom non seulement mènent une politique criminelle contre les Palestiniens, mais en plus mettent en danger les Juifs qu'ils prétendent défendre. Alors, nous, ici en France, nous pourrons être taxés d'importer le conflit, mais sur votre appellation d'association, c'est marqué la paix. Justement, à ce moment-là, le pays des droits de l'homme chercherait-il pas du coup à museler quand même ceux qui essayent, comme vous, votre association,
à faire entendre raison, hein, parce que c'est pas un appel aux armes que vous dites là, c'est vraiment un constat réaliste sur le terrain que vous-même vous avez pu voir. Quel est votre avis justement de notre gouvernement français qui a quand même une attitude très silencieuse sur le sujet? Vous dites silencieuse, moi je dis complice. C'est-à-dire qu'on mesure quand même le chemin de la diplomatie et de la politique française. Quand le massacre commence à Gaza et que François Hollande téléphone à Netanyahou pour lui dire toute sa compassion pour les Israéliens, pas pour les Gazaouis qui sont enfermés, qui sont en train de mourir, j'appelle ça de la complicité. Quand on n'a jamais eu un seul mot contre le blocus de Gaza et quand au contraire on l'a approuvé, j'appelle ça de la complicité. Quand on essaie de criminaliser en France, en les traitant d'antisémites, ceux qui pratiquent, comme nous, l'Union juive française pour la paix, le boycott des investissements sanctions, parce que nous savons que si Israël n'est pas sanctionné, il n'y aura jamais de paix, parce que nous savons que le rouleau compresseur colonial va continuer, j'appelle ça toujours de la complicité. Quand le gouvernement français interdit des manifestations pour la Palestine, j'appelle toujours ça de la complicité. Donc il est de notre devoir, tous les citoyens français, de dire à notre gouvernement, ça suffit. Votre position de complicité, elle est insupportable, et surtout par rapport au crime qui est commis en ce moment. Alors, et nous le disons en tant que juifs. Alors justement, vous mettez le doigt dans ce que vous venez de dire sur le boycott. Est-ce qu'il est réellement efficace, et dans quel cas qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui trouveraient que c'est pas efficace? Parce que certes, il y a les manifestations. Hier, vous me disiez au téléphone que vous partiez justement vous étiez à Marseille, partez manifester. Donc il y a les manifestations, c'est très bien. Pour certaines, s'ils ont la chance de passer 3 ou 4 secondes à la télévision, c'est bien. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que vous pouvez inciter les gens à faire? Écoutez, actuellement en Israël, cette histoire de boycott des investissements sanctions leur fait une peur bleue. On a des lois qui paraissent en Israël pour essayer de criminaliser les Israéliens qui sont pour le boycott, parce qu'il y a en Israël un mouvement qui s'appelle boycott de l'intérieur. Il y a des universitaires, des académiciens qui disent il faut boycotter l'Israël, c'est la seule façon de sauver notre pays. Et aujourd'hui, chaque jour, vous avez des universités américaines ou anglaises qui rompent leurs relations avec les universités israéliennes. Vous avez des syndicats de dockers qui disent nous n'embarquerons plus les marchandises pour Israël. Nous, notre comparaison, c'est avec l'Afrique du Sud. Il y a aujourd'hui un apartheid en Israël-Palestine. Sur ce territoire vivent 6 millions de juifs israéliens et 6 millions de Palestiniens. Les premiers ont tous les droits, les seconds n'en ont aucun. On est dans une situation d'apartheid et l'État israélien doit être traité comme l'Afrique du Sud a été traitée à l'époque de l'apartheid. Et je rappelle que c'est le boycott, pas seulement des Orange-Outspan, mais l'expulsion de l'Afrique du Sud des Jeux Olympiques qui a provoqué le changement en Afrique du Sud. Donc nous disons en plus, Israël est un des pays les plus mondialisés au monde, je le sais, j'y ai ma famille, et 15% des Israéliens juifs vivent hors d'Israël, ils sont extrêmement sensibles à l'opprobre, à toutes les réactions. Donc le boycott ne mettra pas à genoux économiquement l'économie israélienne, mais en termes d'image, ça va être terrible. Et je le dis, Israël, chaque fois qu'Israël a été sanctionné, ce n'est arrivé que 2 fois dans son histoire, sa politique a changé. Donc il faut sanctionner cet État voyou. Donc j'ai deux dernières questions à vous poser, Monsieur Stamboul. Elle surgit en ce moment. C'est cette association qui est interdite ailleurs, sauf en France. C'est la LDJ. Bien entendu, je me suis posé pas mal de questions, nous, Dalil Lassource, avant de lui faire encore un peu de publicité. C'était justement cette image, cette caméra cachée qui a été filmée dans la rue de la Roquette, qui a justement fait surgir justement la vraie version. C'est d'ailleurs Madame Simoni qui l'a relevé sur un plateau de télé. On voit justement ces jeunes gens, ainsi que ceux d'en face aussi, jetés de part et d'autre tout ce qu'ils pouvaient trouver comme chaises, etc. Mais on voit clairement sur la vidéo que ces jeunes courent parce qu'ils se font charger par les manifestants, enfin en tout cas certains manifestants pro-palestiniens, et de façon très claire on voit les vidéos que les CRS ne les chargent pas, donc ces gens de la LDJ, et justement vont se cacher derrière eux. Est-ce qu'on voit pas ici qu'il y a une complicité claire, parce que la vidéo parle d'elle-même, de l'État et de ce genre de choses? Tout à fait.
vous me dites la LDJ est une association fasciste, il faut appeler un chat un chat. C'est une association dont l'idéologie se réclame du rabbin Meir Kahana, qui avait été brièvement député en Israël avant d'être tué aux États-Unis il y a maintenant plus de 20 ans. Cette association est interdite aux États-Unis et même en Israël. C'est une association hyper violente, c'est une association qui a déjà tué en France, qui a commis des crimes racistes, qui a même assassiné un commissaire. Et nous savons par quelques policiers, quand nous faisons des demandes de manifestation, qu'il y a effectivement une indulgence absolument incroyable envers la LDJ en France, et même, ce qui est beaucoup plus grave, l'utilisation par les instances communautaires, notamment le CRIF, du service d'ordre de la LDJ dans un certain nombre de manifestations, et à chaque fois ce service d'ordre est passé dans les attaques contre tout ce qui est bronzé, des attaques racistes et tout. Donc bien évidemment pour nous ces gens sont des fascistes. Après la rumeur court que le gouvernement va les dissoudre. Je pense évidemment en tant que juif que le fascisme est un mal absolu. J'espère simplement que notre cher gouvernement ne fera pas ça en disant on ne veut pas faire de poids de mesure et qu'il en profite pour dissoudre des associations pro-palestiniennes. J'en ai un petit peu peur. Alors, dernièrement, Laïla Chaïd, sur France 24, a été interviewée par la journaliste, et au cours de la fin d'interview, justement, qu'on peut voir sur Internet, hein, sur YouTube, elle a cité tout ce que le gouvernement d'Israël, je précise bien le gouvernement parce que ça il faut le répéter sans cesse, le juif est en aucun cas une cible, hein, c'est comme partout, hein, il y en a à combattre et pas, et voilà. Elle a précisé comme quoi que ce gouvernement avait donc tout tenté, le bombardement, le bombardement par les bateaux, les drones, etc., etc. Et à un moment, elle a bien précisé les choses. D'ailleurs, c'est ce qui touche dans la fin d'interview. Elle dit, mais est-ce qu'ils essaieraient de parler? Parce qu'elle faisait le comparatif avec les interlocuteurs pour un cessez-le-feu, c'est justement, entre guillemets, les ennemis du Hamas. Donc forcément, les uns ne vont pas parler avec les autres, mais ils préconisent tout le temps des intermédiaires. Mais jamais de parler face à face, les uns envers les autres sans intermédiaire. Est-ce que vous pensez, vous, justement, dans votre titre d'association, ce serait un pas vers la paix, justement, directement parler avec son ennemi, quoi? Vous savez, nous connaissons bien le sionisme de l'intérieur, de par nos histoires familiales et tout. Les dirigeants sionistes n'ont jamais voulu de partenaire pour la paix. Chaque fois qu'ils en ont eu un, ils l'ont humilié, ils l'ont massacré, ils l'ont emprisonné. Je donne un exemple, si les Israéliens voulaient négocier, il n'y a qu'à libérer Marwan Barghouti et on sait que la question sera résolue. Il aura le respect, le soutien de l'écrasante majorité des Palestiniens et il y aura une vraie négociation. Les Israéliens n'en veulent pas. Le sionisme marche depuis plus d'un siècle par le fait accompli et par la consolidation et la légalisation après du fait accompli. Ce qu'ils sont en train de faire à Gaza, c'est ça. Je crois qu'il faut écouter Gideon Levy, qui est un journaliste israélien anticolonialiste et qui titrait sur Gaza le but d'Israël, tuer le plus d'Arabes possible. On pourrait rajouter au but d'Israël essayer de couper définitivement la bande de Gaza du reste de la Palestine, parce que sinon ça fait 6 millions de Palestiniens et la question démographique devient angoissante pour eux. Et l'autre but du gouvernement israélien, c'est surtout rompre ce gouvernement d'union nationale qui vient d'émerger en Palestine, qui n'était sans doute pas la volonté des deux partis qui l'ont constitué, le Fatah et le Hamas, mais qui était une immense demande populaire d'unité. Donc leur but, c'est ça. Leur but n'a jamais été de négocier. Leur but, je crois que c'est le but historique du sionisme vis-à-vis des Palestiniens depuis un siècle, c'est le transfert, c'est-à-dire la déportation des Palestiniens au-delà du Jourdain, ou sinon transformer les Palestiniens en les Indiens ou les aborigènes du Proche-Orient, enfermés dans leurs réserves ou leurs pantoustans et incapables de réclamer leurs droits. Donc malheureusement, je crois que négocier avec ce gouvernement Netanyahou-Lieberman, c'est à peu près comme si on avait négocié avec l'OAS pendant la guerre d'Algérie, quoi. Alors, je vous avais dit qu'il me restait 2 questions. Là, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt le danger. Le danger que la communauté musulmane, et d'ailleurs je vais même au-delà, ça peut être aussi des personnes qui ne sont pas du tout musulmans en France, quel danger ils pourraient faire avec cet amalgame, pardon. Quels conseils vous pourriez leur donner? Parce que vos propos, et j'en suis témoin, ils sont quand même très rares à la télé.
très rare que ce soit avec force que l'État d'Israël soit condamné, et en plus vous donnez des détails. Justement, je pense que on parlait évidemment ici d'une possible montée d'antijudaïsme en France. Exactement. Je crois que cette montée d'antijudaïsme est organisée et voulue par ceux qui soutiennent l'État d'Israël. Quand on voit, ça s'est passé il y a un peu plus d'un mois, un général de l'armée israélienne dans une synagogue prêcher ou expliquer aux jeunes comment ils peuvent s'engager dans l'armée israélienne. Il y a sciemment la confusion qui est faite entre juifs et israéliens, et il y a un prêtre, logiquement, le jeune d'un quartier qui se dit, pour défendre les Palestiniens, il faut que j'aille caillasser une synagogue. Donc je dis que la seule réponse qu'on a, c'est ce que nous, à l'Union juive française pour la paix, nous faisons. Nous descendons dans la rue, nous avons une banderole commune avec nos camarades de l'Association des travailleurs maghrébins de France, qui est écrite en 3 langues, qui est écrite en français, en arabe et en hébreu, oui. Juifs et arabes unis pour la justice. Et voilà, ici à Marseille tout à l'heure, il y a une manifestation. C'est symboliquement que les camarades tiennent à ce que je sois le premier à prendre la parole. Et tout ce que nous expliquons que le vivre ensemble dans l'égalité des droits, sans racisme et en nous enrichissant de nos différences, c'est possible. Et nous donnons cet exemple-là. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre réponse à toute explosion imbécile de communautarisme ou de racisme. C'est-à-dire que face à l'imbécilité, ben oui, il y a quelque chose qui est le refus du crime de guerre et l'égalité des droits. Ceux qui combattent l'antisémitisme, c'est nous. C'est évidemment pas le CRIF qui les suscite. Eh bien, monsieur Stamboul, Pierre, on vous remercie de nous avoir donné cette interview exclusive à Dalil La Source.